abonnez-vous. Bonjour à toutes et tous, nous arrivons à la fin de ce premier mois de 2024 et on en a déjà marre de cette année. Israël continue de bombarder la bande de Gaza, il y a un remaniement, l'affaire Oudéa Castéra, l'affaire Darmanin PSG, le mouvement dans le monde agricole et pour couronner le tout, l'électricité augmente encore. On nous avait promis que ce serait une augmentation en dessous des 10%, et bien Bruno Le Maire a annoncé 9,8%, on peut dire qu'il se fout pas de notre gueule. Pour parler de l'électricité, on reçoit Martine Orange. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Qui reviendra donc sur l'historique du démantèlement d'EDF, sur la fin du tarif réglementé et sur cette sombre histoire de marché européen de l'énergie. Donc d'abord, pour les gens qui nous regardent pour la première fois, car il y en a encore, abonnez-vous, c'est l'émission Twitch de Mediapart. Alors, les deux micros, c'est trop fort. Ok. Une bonne émission d'abonnez-vous ne commence pas sans problème de son. Normalement, ça devrait être mieux. Donc, je disais, c'est l'émission Twitch de Mediapart dans laquelle on invite toutes les personnes qui font Mediapart, journalistes ou non journalistes, pour nous expliquer leur travail et leur sujet d'expertise. Cette chaîne n'est pas monétisée parce que vous le savez, Twitch est la propriété d'Amazon et Amazon est la propriété de Jeff Bezos et on n'est pas fan de Jeff Bezos. On pense qu'il a déjà bien assez d'argent, donc ça sert à rien d'essayer de faire des pourboires numériques, des subs, etc. On les a tous désactivés. Par contre, ce que vous pouvez faire si vous voulez nous aider, c'est s'abonner à Mediapart. Le nom de cette émission est assez clair. Je mets Edoui. Abonnez-vous. Voilà, on commence jamais une émission sans ça. Donc pour s'abonner, vous avez plusieurs options. La traditionnelle, c'est-à-dire aller sur le site de Mediapart et vous abonner aux tarifs qui existent. Et sinon, si vous nous regardez en direct, vous avez une offre spéciale juste en dessous de cette vidéo où vous pouvez vous abonner pour un mois gratuitement, sans carte bleue et sans mettre vos informations. Donc et sans renouvellement à la fin. Donc c'est une bonne occasion de découvrir tous les articles dont Martine va parler aujourd'hui. Ensuite, à la modération, aujourd'hui, on va avoir Vincent sous le pseudo Cropule. Donc, comme d'habitude, on évite de s'engueuler dans le chat, de s'insulter. On évite les propos sexistes, racistes, homophobes, etc. Mais depuis le temps qu'on fait cette émission, on n'a pas trop de soucis. On voit que les gens sont plutôt de bonne composition et c'est tant mieux pourvu que ça dure. Avant de faire la revue de la semaine de Mediapart, est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu, Martine, nous dire depuis quand tu es à Mediapart et ton parcours de journaliste? Alors, je suis à Mediapart avant le début de Mediapart. Donc, dans ma carrière professionnelle, j'ai été à Usine Nouvelle, j'ai surtout été au Monde et où j'ai travaillé avec Edoui, de façon quotidienne avec Laurent Maudoui, avec François Bonnet. On a quitté le Monde pratiquement tous en même temps. Après, en attendant que Mediapart se crée, je suis allée à Challenge et à la Tribune. Et puis, j'ai rejoint Mediapart avant même qu'il se crée. Et nous avons essayé de créer avec Laurent le pôle économique et social en essayant de parler d'économie et du social de façon différente et un peu compréhensible pour tout le monde. Voilà. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup. Alors, cette semaine, il y a un raid qui est arrivé, je n'ai pas vu. Ah oui, Maudit est venu. Salut Maudit et salut à tous les gens qui nous suivent. Aujourd'hui, on va parler d'abord d'électricité, de EDF et de tout ça avec Martine. Mais d'abord, qui y a-t-il dans Mediapart cette semaine? Qui est-il sur Mediapart? Hop, je vous le mets, la une du journal. Donc là, je fais comme chaque semaine le petit récap de ce qui a été publié cette semaine. Alors d'abord, comme vous voyez la une, là, ce soir, on a Laura Poitras. Nous vivons vraiment dans des temps effrayants. C'est une cinéaste qui prend la parole sur Mediapart. Ensuite, je vous ai préparé donc d'abord l'enquête de Pauline Grohl sur les frais de mandat. On a entendu parler des frais de mandat des députés qui s'étaient augmentés en ce moment. Et figurez-vous qu'au Sénat également, la hausse de 300 € de l'enveloppe des frais de mandat des députés a suscité la polémique et contraint certaines formations politiques à rétropédaler. Fin 2023, le Sénat
avait lui aussi augmenté le plafond de ses dépenses, le plafond des dépenses de ses élus à 6 600 € par mois, en prenant soin de ne pas communiquer sur le sujet. Mais évidemment, quand des gens ne veulent pas communiquer sur le sujet, Mediapart est là pour le faire à leur place. Ensuite, la Joconde aspergée de soupe par des militantes écologistes. Le célèbre tableau du Louvre protégé par une vitrine blindée n'a pas été endommagé. On se rassure. L'action militante revendiquée en défense d'une alimentation saine et durable s'ajoute à la longue liste des opérations écologistes dans les musées. Et on a vu que ça a fait un tollé, cette soupe sur une vitre. Par contre, ce qui n'a pas fait un tollé, c'est le mouvement des agriculteurs, où là, par contre, pas de souci, on peut faire exploser des bombes et tout ça. Et le ministre de l'Intérieur les laisse faire, c'est ce qu'il a dit la semaine dernière. Et donc Ilyes Ramdani est un peu revenu justement sur ce 2 poids 2 mesures, sur le début de ce mouvement, comme d'habitude avec la FNSEA, etc., qui peut se permettre beaucoup plus que des militants écolos. Ensuite, Gabriel Attal, toujours cette fois-ci donc sur le monde agricole. Donc c'est le papier d'Amélie Poinceau, qui est spécialiste des questions agricoles. Et je ne sais pas si on a le droit de le spoiler ici, mais qui a un livre qui arrive bientôt sur le sujet. Et ça tombe bien parce que enfin on parle un peu d'agriculture. Ensuite, une super vidéo. Dans la Manche, les navires-usines ravagent les aires marines protégées françaises. Donc vous reconnaissez Célia Mebroukine, et je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo, dans laquelle vous verrez, il y a vraiment des rapports entre comment est gérée la pêche côtière et la question de l'agriculture. Et d'ailleurs, ils font le lien dans cette vidéo. Évidemment, la semaine dernière a été marquée par la loi immigration et le Conseil constitutionnel qui a censuré une trentaine d'articles de la loi portée par Gérald Darmanin et votée avec les voix de l'extrême droite. On a le récap de Nejma Brahim pour savoir qu'est-ce qui n'est plus dans cette loi et qu'est-ce qui y est resté. La mobilisation continue. Évidemment, j'en parlais en intro sur la question de la Palestine et de Israël. La Cour internationale de justice ordonne à Israël d'empêcher un génocide à Gaza. C'est la suite donc de ce dont on parlait la semaine dernière et même la semaine d'avant. Donc ça, c'est un article de François Bougon et Jérôme Ourdeau, toujours sur la Palestine. Petit pas de côté avec l'Esprit critique, qui est le podcast qui est tenu d'une main de maître par Joseph Confavreux. Et cette semaine, c'est justement sur différentes initiatives culturelles sur la Palestine. On le sait, quand on attaque un peuple, on s'attaque aussi à sa culture. Donc c'est aussi le moyen de redonner une voix à la Palestine. Et toujours dans ce sujet, vous rappelez qu'une prise de parole de Judith Butler avait été interdite par la mairie de Paris il y a quelques semaines. Et donc elle revient dans Mediapart pour raconter cette affaire-là au micro de Mathieu Magnodex, ou au stylo, devrais-je dire. Ensuite, non, ça c'est l'article dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait sur Mediapart et bien plus. Donc on va parler pas mal de cet article, mais d'abord, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui se passe au sujet de l'énergie? C'est-à-dire que là, il y a une nouvelle augmentation. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on parle de l'électricité aujourd'hui déjà? Parce que c'est important. D'abord, il y a depuis 2 ans une crise du pouvoir d'achat qui est énorme. Tous les gens le sentent et le voient avec la hausse des prix de l'alimentaire, la hausse des prix industriels et la hausse notamment du prix de l'électricité et de l'énergie, qui a été provoquée en partie par la guerre d'Ukraine et la fin des importations du gaz russe en Europe. Et pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Parce que déjà, cette crise du pouvoir d'achat, elle est immense et que on voit bien qu'il y a une perte de pouvoir d'achat dans tous les ménages et que ça participe au malaise social vraiment qui commence à être très profond en France et dans toute l'Europe. Et puis et en même temps, c'est aussi important. Pourquoi parler de l'électricité? Parce que c'est important déjà parce que on oublie quelque chose, c'est que l'électricité,
enfin, on ne l'oublie pas, mais faut toujours redire les évidences. L'électricité, c'est un bien essentiel. Mmh. Et c'est un bien où certes il faut faire à la fois très attention à la façon dont on le consomme, parce qu'il ne s'agit pas de le gaspiller ou de n'importe comment, et en même temps, on ne peut plus s'en passer. On ne peut plus s'en passer. C'est un peu comme l'eau, quoi. Je veux dire, et donc à partir du moment où on taxe on augmente fortement un produit d'un bien essentiel, c'est vraiment, on touche tous les ménages et notamment les ménages les plus précaires qui déjà ont beaucoup de mal à payer leurs factures, ont beaucoup de mal certains renoncent à se chauffer, certains se renoncent à beaucoup de choses, en question à cause du prix de l'énergie et là-dessus, il faut expliquer quand même, on augmente, la facture a augmenté ou va augmenter à pas puisque les hausses, la prochaine hausse va prendre effet le 1er février, a augmenté de 40 en 2 ans, ce Mmh. qui est Énorme. énorme. C'est d'autant plus énorme que, après l'énorme tension qu'on a connue au début de la guerre d'Ukraine, les prix de l'électricité ont recommencé à baisser Mmh. et là-dessus, pourquoi en parler? C'est qu'on ne paie pas un on ne paie pas seulement une facture, parce que les coûts de production de l'électricité augmentent, hein. On paie une facture en raison de l'organisation d'un marché européen électrique qui dysfonctionne complètement J'ai une première question là-dessus déjà, moi-même, et après je vais lire celle de Terence, mais pour qu'on comprenne bien, tu as dit, tu as parlé de la guerre en Ukraine et de la question du gaz, de l'augmentation du prix du gaz. Quel rapport avec l'électricité? Pourquoi quand le gaz augmente, l'électricité augmente? et ben, pourquoi pas? Parce que, on a décidé de faire ça sur un marché et que grosso modo, l'électricité est, fournie en grande partie avec du gaz, avec, des centrales qui fonctionnent au gaz et donc c'est ce prix du gaz qui détermine le prix du kilowatt Mmh. à la sortie. Pour un certain nombre de pays, en tout cas, parce qu'il y a d'autres sources d'électricité. Il y a, d'abord toutes les énergies renouvelables qui Mmh. maintenant, sont importantes. Il y a l'hydraulique et puis pour nous et pour quelques autres pays, comme la Belgique, et cetera, il y a le nucléaire et donc mais on s'aligne et pour comme on est dans un marché, on s'aligne sur un fonctionnement de prix qui est dit le coût marginal. C'est-à-dire qu'on prend le coût de la dernière centrale la moins performante, la plus pourrie qu'on est obligé de faire démarrer Au niveau européen. au niveau européen pour, déterminer le prix, heu européen de l'électricité, alors que, nous produisons 80 de notre électricité Mmh. et nous sommes soumis à ce coût marginal de la dernière centrale la plus pourrie du Donc, système. et ça, c'est donc au niveau européen. Oui. C'est le fameux, je sais plus comment ça s'appelle, plan européen, marché européen de l'électricité. Mmh. Et il y en a qui en sont sortis, l'Espagne et le Portugal. Absolument. Est-ce qu'on pourrait en sortir? Est-ce que c'est un choix politique d'y rester? Pourquoi si c'est si absurde, pourquoi on continue avec ça? On pourrait tout à fait en sortir puisque l'Espagne et le Portugal en sont sortis. Contrairement à ce que racontent, les ministres, on ne sortira absolument pas du marché de l'Europe et cetera. Ça ne remettrait pas du tout en cause les traités et tout puisque nous avons les contre-exemples de l'Espagne et du Portugal, ça ne changerait en rien le problème de l'alimentation du marché électrique, en France, dans la mesure où
les interconnexions et tout ce qu'on a fait sur le système électrique. Parce que l'électricité, c'est un produit très compliqué. Je veux dire, il faut qu'on ait tout le temps de l'électricité, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que s'il y a plus de l'électricité et avec certaines mesures physiques, le système, il s'écroule. Donc, il faut toujours qu'on ait de l'électricité. Et donc, depuis les années 60, tout le système européen, bien avant la libération, le marché unique, etc., tous les électriciens se sont entendus pour assurer cette sécurité de l'électricité dans toute l'Europe. Donc, qu'on en sorte ou qu'on n'en sorte pas, la sécurité du système électrique continuerait parce que personne n'a envie qu'il y ait plus, que le système s'écroule et qu'il y ait plus il y ait des blackouts dans toute l'Europe, quoi. Donc, et la seule chose, c'est que si la France en sortait, la France est une grande exportatrice d'électricité et ça changerait complètement les normes du marché et ça redonnerait un avantage compétitif que d'autres pays, et notamment l'Allemagne, ne veulent pas nous concéder. C'est plutôt en lien direct avec l'Allemagne. C'est pour pas fâcher les Allemands. En partie. Ok, alors on revient au chat. On a génial. Il y avait une question sur la musique du générique et merci Cropul y a répondu. C'est fantastique. Mais il y avait une question de Charles Van. N'est-ce pas également une énergie censée être peu carbonée que l'on rend moins concurrentielle en rapport aux énergies fossiles? Est-ce que toutes les énergies produites en France, que ce soit donc les barrages hydroliens, le nucléaire, etc., sont traitées à la même enseigne? Eh bien, un prix de marché unique, effectivement. Alors après, il y a des mécanismes de compensation parce que pour assurer le développement d'énergies renouvelables, on a donné des garanties de prix de rachat parce qu'au début, fallait inciter à faire ce développement. Ça coûte de l'argent, ça coûte des choses comme ça. Et on a incité. Mais effectivement, on disqualifie les énergies décarbonées par rapport aux énergies carbonées. Ok, moi j'ai une question. Il y a avant celle de Terence, mais pour qu'on comprenne bien, il fut un temps où on avait EDF, qui était la seule entreprise à laquelle nous, en tant que clients, avions accès, ou même usagers, il me semble, parce que c'était un service public. Aujourd'hui, il y a des tas de différents. Alors on peut aller chez Total Energy, chez je ne sais plus quels sont les noms Alpic, Eni, Engie, etc. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment on est passé de l'un à l'autre, faire un peu d'histoire? Ça a été la grande création du marché unique de l'énergie dans les années 96 où on a accepté à ce moment-là de mettre notre service public parce que EDF c'est un service public donc où on avait centralisé l'ensemble des moyens de production d'électricité pour faire les choses et de le remettre dans la compétition au nom au nom de la grande construction européenne. Et là-dessus, on a l'ennui, c'est que et de l'ouvrir à la concurrence. L'ennui, c'est que concurrencer EDF, c'est quasiment impossible. Donc, c'est quasiment impossible parce que ils avaient tous les moyens de production, ils fournissaient le prix du mégawattheure le plus bas d'Europe, et donc on a créé une concurrence factice où on a demandé à EDF de subventionner ses concurrents en lui offrant à la fois une partie de sa production électrique et et nous aussi nous subventionnons la concurrence puisque le tarif réglementé Nous, c'est avec nos impôts, tu veux dire? nous avec notre facture d'électricité Par la facture. par la facture, quelles que soient les choses, où on a fait en sorte que le tarif réglementé, il y a celui qui sert de référence sur le marché pour nous consommateurs. Quand on s'abonne, on nous dit vous allez payer le tel truc et c'est calculé, etc. Et plus haut, c'est le prix, le tarif est plus haut, c'est le tarif qui est offert par EDF, et plus haut que celui offert par les concurrents alternatifs pour leur permettre d'exister et de se faire une marge sur les choses. Mais une concurrence qui ne produit en général pas un mégawatt d'électricité. Et on s'en est aperçu
en 2022-2023, quand les centrales d'EDF sont tombées en rade, si je puis Ouais, dire, ouais, hein, ouais. Il y a eu il y plusieurs a, réacteurs qui sont tombés en rade et on a été en acheter à on l'extérieur. a été acheté à l'extérieur parce que la fameuse concurrence était impossible de nous fournir 1 mégawatt. Ok, donc comment c'est possible s'il y a un tarif réglementé, que je comprenne, hein, s'il y a un tarif réglementé donc par l'État qui fixe un tarif, comment est-il possible, puisque c'est EDF qui produit, que les concurrents annoncent qu'en étant en dehors du tarif réglementé, ils sont moins chers? Et ben Ça, parce j'arrive pas à le comprendre. parce qu'on le fait on le met plus cher. On D'accord. le met plus cher et tout. Alors c'est une usine à gaz, c'est C'est le cas de le dire. c'est vraiment fait pour que personne n'y comprenne rien et ne voit pas l'entourloupe déjà et que et avec des mécanismes de puisque l en fait, le principe c'est que les règles de marché telles qu'a voulu les appliquer l'Europe ne marchent pas pour la France, pour des raisons historiques de constitution de marché, et cetera. Donc on a fait en sorte de trifouiller, de distordre de toutes les règles toutes les règles économiques Hmm. pour essayer de créer une concurrence factice. Et comme ils produisaient pas d'électricité et qu'ils étaient pas de trucs, on a fait en sorte que le prix proposé par EDF, le fameux tarif réglementé, soit plus cher que les autres pour que les autres, par rapport, puissent dégager une marge. D'accord. D'accord, donc si on fait UFC que choisir, ou EFC, Martine que choisir, ou 30 millions de Martine, 60 millions de Martine, qu'est-ce qu'on fait avec... Il vaut mieux être sur EDF plus cher en tant que consommateur ou aller essayer de la concurrence C'est-à-dire que maintenant, avec la crise qu'il y a eu sur le marché de l'énergie, les fournisseurs alternatifs, d'abord, ils ont beaucoup de mal à s'aligner puisque à un moment, ils ont dû acheter sur le marché de gros en dehors d'EDF et là, et cetera. Après, moi, je ne suis pas là pour dispenser des choses. Chacun choisit son contrat comme il veut. La sécu bon, après, il y a des choses de sécurité, de stabilité, choses comme ça. Je ne suis pas là pour donner des conseils de consommation, même si je pense à beaucoup de choses. Très bien. On va reprendre le fil des questions. Je remonte mon micro. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins d'écho. Alors, on reprend la première question qui va avec ton article qu'on va présenter. Terence, qu'on salue, qui nous dit: pouvez-vous nous parler de l'accord conclu entre l'État et EDF pour réformer le marché français de l'électricité et nous indiquer si des détails le concernant ont enfin été rendus publics depuis l'article que vous avez rédigé sur le sujet? Il nous lit beaucoup. Il y a en effet beaucoup de points d'interrogation et d'inquiétude le concernant. Alors, je vais répondre déjà à la deuxième partie de la question. Il n'y a aucune précision qui qui a été donnée sur comment ils entendaient réformer le marché de l'électricité, d'autant plus que on le voit avec les agriculteurs, on le voit avec, il y a déjà tous les artisans, tous les commerçants, toutes les choses comme ça qui bénéficiaient, sont en train de s'inquiéter en disant on va prendre encore 10 dans la vue avec le de coût de notre énergie et quand vous êtes boulanger, quand on est, boucher, quand on est, restaurateur et cetera, 10 c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. C'est des fois, c'est des fois, toute l'équilibre de l'exploitation du commerce ou de l'activité qui est en jeu parce que c'est, et cetera. Donc ça, c'est très important et puis, donc il y a on n'a pas de précision. La seule chose qu'on voit, c'est qu'ils veulent continuer à augmenter le prix de l'électricité, en invoquant, la dette d'EDF, le marché, le machin, le développement du nucléaire futur, les choses comme ça. Mais c'est une entreprise qu'on a pillée, mais littéralement pillée pendant 15 ans. Justement, il y a une question qui disait quels sont les parallèles que l'on peut faire entre la libéralisation de l'électricité et celle du rail. Il y avait
La Donc, destruction. au moins, c'est clair. Dans un article, tu disais cette fameuse phrase privatisation des pertes et des risques et Oui, c'est ça. On privatise les profits et on oui, voilà. socialise, Les on pertes. socialise les pertes. Donc, Et c'est la destruction. Mais c'est aussi la destruction d'infrastructures essentielles mais qui ont en plus des enjeux. Parce qu'il n'y a pas seulement le nucléaire, parce que EDF, ils peuvent développer du renouvelable. Hein, je veux dire, il peut redévelopper de l'hydraulique, il peut redévelopper des tas de choses. Donc, pas seulement, c'est d'infrastructures essentielles pour la société, et pas seulement pour l'économie, mais pour nous tous, quoi, je veux dire, etc. Et qui marchait plutôt bien, et qu'on a vraiment mis en pièces, détruit, appauvri, ruiné depuis 15 ans, 20 ans. et alors là, il y a une question qui dit est-ce que le coût du démantèlement, donc de Afon, qui est souvent là aussi, qu'on salue et qu'on embrasse, est-ce que le coût du démantèlement des centrales nucléaires est déjà inclus sur le prix de l'électricité ou sinon, que va-t-il se passer? Et donc, il y a quelqu'un qui complète la question de Afon. Je l'avais vue. Elle est où? Si je peux me joindre à la question. Est-ce qu'on a déjà remis une centrale nucléaire? Est-ce qu'on a déjà démantelé une centrale nucléaire? Je pense que c'est la question. Là, on a déjà essayé de démanteler une centrale nucléaire. Et il faut savoir que c'est énormément de temps. Et que c'est Il pas... précise, pardon, c'est est-ce qu'on a déjà remis au vert une centrale? Au vert. Au vert, est-ce que ça veut dire qu'on l'a arrêté ou remis au vert? C'est-à-dire... Je sais pas ce que ça veut dire. dire. Précise ta question, Charles. Bon. Mais donc, est-ce que le prix Bon, alors déjà officiellement, EDF fait des provisions pour le démantèlement depuis la création du parc de production. Sauf que les sommes qui sont mises de côté sont nettement insuffisantes par rapport à ce qu'on aura besoin au moment du démantèlement. Tout le monde le sait et tout le monde met la tête dans le sable parce que c'est quand même plus probable. Et donc, on est parti sur un système de la socialisation des pertes et de la privatisation des profits, où grosso modo tout le système qui essaie sur la réforme du marché de l'électricité, qui essaie de mettre en place Macron, c'est de garantir un prix unique pour les entreprises, les choses comme ça, etc., qui ne tiennent pas en compte les choses comme ça. Puis quand ça ira mal, on va se retourner vers les contribuables et vers les usagers lambda pour leur demander de payer la facture. Mais par contre, les autres, ils auront pas. Et donc là, il y a une sous-estimation notable. Non, mais franchement, je sais pas. Je crois qu'on a de mémoire, hein, il faudrait que je revérifie les chiffres, mais de mémoire, on n'est même pas à 50 milliards de provisions de démantèlement. Or, je crois que la première centrale qu'ils ont essayé de démanteler, on était déjà à plus de 10 milliards, quoi. Donc, on n'est pas du tout, on a 53 tranches à démanteler. On n'est pas du tout dans les clous, quoi. C'est quand même fou parce que sur le nucléaire, on nous dit tout le temps c'est l'indépendance, c'est moins cher, mais on voit que c'est moins cher si on compte pas le prix du démantèlement. Et sur l'indépendance, on voit bien que cet été, on a dû acheter à l'extérieur quand même. Oui, enfin, c'est-à-dire que si on a dû acheter à l'extérieur, c'est parce que il y avait des tas de ça. On a sous-investi aussi dans l'outil de production d'EDF pendant des années. Et sur une autre source d'énergie, les barrages hydrauliques, il y avait un projet de privatisation. Est-ce que il y a du nouveau Là, c'est une question qui est en suspens depuis 2013, de mon souvenir. La France, dans sa grande générosité, à la différence de l'Allemagne,
dit, bah, n'a pas considéré que c'était un service public et n'a pas considéré que ça échappait au marché unique parce que l'Allemagne l'a fait, lui. Donc on aurait tout à fait pu le faire, sur les choses et donc il y a maintenant ils sont revenus en arrière en disant: «C'est une bêtise» parce que les barrages, c'est pas seulement les barrages, heu, pour, heu pour l'électricité, c'est toute la politique de l'eau dans une région. C'est-à-dire, je vais prendre le très grand barrage de Serre-Ponçon. Il est énorme, énorme, c'est de l'eau des Alpes et cetera et cetera. Ce barrage, certes, il sert pour faire de l'électricité et cetera et un barrage, c'est intéressant parce que c'est la seule à ce stade, Hem, c'est le seul outil qu'on connaisse qui permet de stocker de l'électricité d'une certaine façon. Parce que quand on a besoin d'électricité, comme on ne sait pas stocker, Mmh. on lâche de l'eau et on fait tourner les turbines et là c'est le seul moyen de stockage qu'on connaît Mmh. pour assurer la sécurité du système, comme je disais et en même temps, ce barrage, il a une fonction essentielle pour tous les agriculteurs et notamment les arboriculteurs qui sont dans la vallée de la Durance et qui font des arbres fruitiers, et qui font de l'agriculture vivrière et cetera et c'est pour eux, c'est extrêmement important. Mais il a aussi toute une fonction, territoriale, à côté de Embrun et cetera. C'est toute une activité touristique, de aquatique, de choses comme ça et qui, à un moment, on m'a dit: «Ça, c'était 10% de l'économie locale, c'est pas rien». Donc et à partir de ce moment-là, c'est EDF en accord avec l'ensemble des collectivités qui assurent le truc. Là maintenant, leur statut, on ne sait pas où ils en sont, mais de façon très grave en plus, c'est que, comme on diffère le temps, on procrastine et cetera, les barrages, ils ont besoin d'être investis. Comme personne ne sait à qui ça appartient, personne ne veut investir et Mmh. EDF dit: «Moi, je veux bien investir, mais il me faut une sécurité, je veux pas, heu rénover ces barrages pour qu'après ils partent Mmh. ils passent à la concurrence, quoi». Complètement. Alors, on a plusieurs questions. Il y en avait une sur l'activité internationale d'EDF. Donc, Oriol Nazarenko, j'ai réussi à le dire. Bonsoir tout le monde. Je me demandais comment fonctionnait l'activité internationale d'EDF. Je crois savoir qu'ils construisent des EPR en Europe, notamment au Royaume-Uni, mais aussi en Chine. Pouvez-vous m'éclairer? Est-ce que tu peux? Alors, l'activité internationale d'EDF, c'est grosso modo une catastrophe depuis 20 ans, Super. Ça donne de voire l'espoir 30 cette ans. émission. Alors, ils ont commencé par faire des expériences au Brésil, à racheter des électriciens, des barrages, des machins. Bref, on a perdu un fric monstrueux avec des gens, notamment dans les fonctions publiques, qui étaient persuadés qu'on avait le meilleur électricien du monde, donc on allait faire la leçon à la terre entière. Mmh. Bon, ça a été surtout un gaspillage d'argent public, énorme. Après, il y a eu l'EPR. Alors l'EPR, effectivement, ça a commencé, c'est, son concurrent et sous-traitant, Areva qui l'a mis en place. Il a commencé par, le construire en Finlande. On a pris, 13 ans de retard par rapport au projet. Donc on a mis 20 ans à le construire à peu près, il a commencé en 2004, on l'a inauguré en 2023. Donc Mmh. quand je dis 20 ans, on y est presque, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, Le prix le prix a le prix avait quadruplé par rapport aux premières prévisions. Après donc, Areva a fait faillite, donc on a demandé à EDF de reprendre Areva et puis là-dessus, donc on s'est lancé dans Flamanville avec le succès qu'on sait, et cetera. Puis après on a dit: «Après on sait pas y faire». On a vendu un prototype, 2 prototypes en Chine. Alors là, les Chinois, ils sont allés beaucoup plus vite que ça. On a que nous, ils ont construit les choses, sauf que un des nucléaires des réacteurs, chinois a maintenant de graves difficultés, sur les ch de parce qu'il y a des problèmes de
défaut de conception sur le cœur de réacteur, donc il a fallu l'arrêter. Et puis on a maintenant la merveilleuse aventure de Grande-Bretagne qui va nous coûter, on est parti au moins pour 60 milliards. Et avec pas mal de retard aussi. Je Avec, crois ah bah ça que y est, on tu as est. un article Oui, 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 sur le absolument. sujet cette semaine, que tu Oui, as sorti la semaine dernière. oui, oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, je le montre à l'écran, donc de cet article que tu avais fait sur le bouclier tarifaire de l'électricité, les milliards d'une hérésie économique. Qu'est-ce que tu racontes On va pas le lire là parce qu'on va pas avoir le temps et on Oui, va oui, pas. oui. Voilà, c'est beaucoup plus sympa si tu nous l'expliques. Bah, le miracle d'une hérésie économique, c'est-à-dire que le marché, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que on a le gouvernement nous dit j'ai fait un effort énorme pour préserver et les ménages et l'ensemble de l'activité économique de la crise de l'énergie liée à la guerre d'Ukraine. Donc, alors ils ont avancé beaucoup de chiffres. Ils ont parlé de 100 milliards. Après, on s'est aperçu que dans les 100 milliards, ils mettaient et les trucs et les ristournes sur l'essence et les ristournes sur le gaz. Après, ils ont parlé. Bref, personne ne sait à ce stade, il y a 3 études qui ont été demandées à la Cour des comptes, à l'inspection des finances et à l'Assemblée nationale, et on ne sait toujours pas combien a coûté vraiment le bouclier tarifaire pour le sauf qu'on a bien décidé, on est décidé de nous le faire payer quand même, hein. Oui, c'est Donc ça, c'est que les coûts n'augmentent pas seulement, c'est-à-dire que là, l'électricité augmente, mais qu'en plus, il va falloir que cet argent, du voilà, quoi qu'il en puisque coûte, on le paye quand même, en voilà, fait. en fait, on demande aux ménages de payer le quoi qu'il en coûte avant, qui a été distribué de façon indifférenciée et sans demander, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le quoi qu'il en coûte, on aurait pu largement diminuer le coût de la facture, puisque comme j'explique, en fait, on a payé les coûts d'un marché qui dysfonctionne. En plus de ça, il faut savoir quand même une chose, c'est que le marché maintenant de l'électricité, c'est le dernier terrain de jeu de tous les traders du monde. Donc ils ont compris depuis 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 la guerre d'Ukraine, avant ils s'en occupaient pas du tout, mais maintenant ils ont compris que spéculer sur le marché de l'énergie européen, c'était vraiment, c'est mieux que le loto, quoi, hein. Bon, alors, vous savez, si vous voulez vous faire du fric, c'est le moment, il faut tirer les bons numéros. Et donc voilà, et donc on a payé le coût d'une spéculation parce qu'on a refusé de prendre des mesures de sécurité. On a refusé des choses. Non, pour dire, c'est que maintenant, il y a un exemple comme ça. Il y a une banque au Brésil qui a ouvert un département spécial pour spéculer sur le marché de l'énergie en Europe. Ah oui, d'accord. Super. En C'est la général, poule aux œufs d'or, là. quand les traders arrivent quelque part, c'est que c'est pas bon pour nous. Et moi, je voulais te poser la question sur la rente. Je sais pas si on dit comme ça. Oui. Donc ARENH, Oui. qui est souvent cité dans tes articles. Et tu peux nous expliquer ce que c'est et quelles en sont les conséquences. Alors, l'ARENH, c'est justement dans cette fameuse usine à gaz où on demandait à EDF de rétrocéder une partie de sa production à ses concurrents. Ce qui est quand même déjà C'est absurdité. une absurdité, puisque normalement, au nom de la concurrence, je vois s'il y a un plus compétitif que les autres, il n'y a pas de raison de corriger. C'est même pas des bons libéraux, en fait. Hein. Non, ah non, 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 non. Et donc là, on a fixé, on lui a demandé de rétrocéder cette partie de production. Et on a dit, on va fixer un coût de cette électricité rétrocédée. Et on a dit, en 2010, ça sera 42 € le mégawatt, ce qui était pas cher du tout. Et donc là-dessus, EDF revend à ses concurrents le le tiers de sa production nucléaire
au prix de 42, qui ne reflète plus du tout le Le prix prix n'a jamais réel, le c'est prix plus le réel de le production. prix n'a jamais été révisé depuis 2010 et qui ne reflète plus du tout le prix réel des coûts de production, quoi. D'accord. Et c'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, alors, pendant la crise, ça a été formidable parce qu'il y avait des fournisseurs qui ont demandé plus de production qu'ils n'en avaient besoin par rapport à leurs clients. Puis après, ils ont été le revendre sur le marché de gros. Donc, D'accord. ils l'achetaient à 42 et ils Ils le le revendaient revendaient à à 70. 500. Ah oui, d'accord, ok. Et pendant ce temps-là, EDF faisait 8 milliards de pertes. Alors, il paraît qu'il y a eu une analyse, etc. Ils ont retrouvé, et grosso modo, c'est ça l'hérésie économique, c'est d'un marché qui dysfonctionne à tous Hmm. les étages. Et on nous demande de payer les milliards versés au nom de dysfonctionnement et d'une idéologie, quoi. Donc c'est un sujet démocratique important. Mais absolument. J'espère que vous comprenez bien tout ce qu'on dit dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions Si je si suis vous en pas claire, avez. je reprends toutes les explications. C'est le but, c'est le but. Et si vous pouvez mettre, j'ai vu que certains le faisaient depuis quelques semaines là, comme sur le Twitch de Davduf, un petit cul entre parenthèses au début quand c'est vraiment des questions pour que je m'y retrouve, parce que j'essaie d'être focus sur ce que dit Martine pour tout bien comprendre et en même temps lire le chat. Du coup j'ai un peu de mal. Donc n'hésitez pas. Ouais, j'ai révisé pendant 2 heures encore aujourd'hui et puis la semaine dernière pour tout bien comprendre, mais c'est de plus en plus clair. Moi, j'avais une question aussi sur le EDF. Du coup, est-ce que EDF est au bord de la banqueroute ou est-ce que EDF va s'en sortir quoi qu'il arrive? Comment l'entreprise peut continuer dans cette situation? Le problème, c'est que EDF, déjà, on a, comme je disais, on a appauvri cette entreprise pendant 20 ans en lui demandant des choses. Et les actionnaires, puisque à un moment c'était coté, n'ont jamais fait le moindre effort pour cette entreprise et lui ont apporté lui ont jamais apporté les capitaux dont elle avait besoin pour se développer, puisqu'on lui prenait à la fois ses profits, parce que l'État demandait aussi des dividendes toujours plus élevés. Hein, je veux dire. Aujourd'hui, l'État est actionnaire À à 100%. 100% et du coup, c'est Oui, mais il va demander toujours des dividendes pour faire boucler son budget. Je fais confiance. On va revenir Oui. sur ce point-là. Et là-dessus, il a des charges de plus en plus, il a des endettements. Rien que quand je parle des 60 milliards en Grande-Bretagne, il faut les financer. Je veux dire, c'est énorme, etc. Il a un endettement qui est très, très élevé. Et grosso modo, c'est une vieille tactique qu'on a vue dans un certain nombre de choses, c'est que on fait crever la bête comme des certains, c'est-à-dire qu'on l'appauvrit, on l'assèche de plus en plus pour justifier après de la couper en morceaux, de revendre les morceaux les plus profitables et de faire les choses. Donc EDF peut s'en sortir s'il y a une volonté politique de sortir. Et comme j'explique, c'est un bien public pour un bien essentiel à, à nous tous, quoi, hein, je veux dire. Hein. Ouais, complètement. Et du coup, c'est très très intéressant d'en parler aujourd'hui. Tu as traité d'autres sujets. Je vois que l'heure tourne et que vu qu'on a qu'une heure tous les deux, on va rapidement passer à la suite. Si vous avez encore des questions, c'est le moment parce qu'après, si vous nous regardez en direct, on va recevoir Yann Philippin pour parler du PSG et de l'affaire Darmanin. Si vous nous regardez en replay, ce sera sur une autre vidéo. Mais donc, moi j'avais aussi une question. Si tu en vois dans le chat, n'hésite pas. Vous, c'est le moment. Voilà. Sur Niveau Daniel Kretinsky, sont-ils devenir, est-il intéressé par les activités les plus rentables d'EDF? Alors, Daniel Kretinsky, pour le moment, a fait fortune c'est une vieille, d'autres ont fait ça avant lui, en reprenant ce qu'on appelle les actifs les moins rentables. Donc, il a repris les vieilles centrales à charbon
dans toute Europe de l'Est où on considérait que ça valait plus rien parce que c'était émetteur de CO2. Alors effectivement, dès qu'il y a une crise de l'énergie, on aura mis toutes les centrales à charbon, en marche et donc il se fait beaucoup Mmh. d'argent. Il a fait beaucoup d'argent aussi en important du gaz de Russie et manifestement, les robinets sont pas tout à fait coupés. Est-ce qu'il pourrait être intéressé par EDF? C'est gros, hein, même pour lui, c'est très, très gros, Mmh. je veux dire. Et il y a d'autres, je pense que d'autres financiers avant lui, avec des poches encore plus profondes, pourraient être intéressés. Très bien. Et, il y a une question qui est là, peut-être de façon un peu taquine, je dirais. Il y a quelqu'un qui nous dit: à quand un abonnez-vous éclairé à la bougie? La question, c'est de dire les besoins en électricité ne font qu'augmenter. La transition énergétique va. Est-ce que l'électricité est amenée à augmenter quoi qu'il arrive? Et Ah, l'électricité, certes, il faut comprendre qu'on n'aura plus forcément l'électricité aussi peu chère qu'on l'avait avant. Mais une chose est de payer, pour assurer le développement, de nouveaux outils de production, de renforcer nos barrages, de permettre de faire ça. Une chose est de pas nous faire les poches, pour, combler le budget de l'État. Bon, c'est déjà la première chose et d'autre chose, c'est que, le gouvernement prône une électrification à outrance de tous les usages. Or, si on va trop vite et si on ne développe pas les modes de production, il va y avoir vraiment un problème. Si on ne sait pas mieux aussi utiliser l'électricité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à gérer quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de gérer avant, comme un produit rare Mmh. et qui on a, là, je vois de notre truc, je me dis qu'on pourrait éteindre 4 lumières là déjà, ça va pas de mal. Et donc, et avec des peut-être des machines à laver qui consomment moins, des frigos qui consomment Mmh. moins, Et là, des pour choses l'instant, comme on va ça. Et plutôt vers donc, l'inverse avec les et voitures là, avec les voitures, on y va ça, électriques. ce qui rendra le système encore plus fragile, encore plus vulnérable Mmh. et qui nous entraînera dans des surcoûts que si on ne réfléchisse pas vraiment à toute l'architecture du système, des surcoûts qui seront aussi insurmontables que c'est-à-dire que déjà, pour beaucoup de gens, acheter une voiture électrique, c'est hors de portée, mais bientôt si plein de gens achètent des voitures électriques, parce qu'il y a quand même une proportion et qu'on consomme de trop, l'électricité en soi deviendra hors de portée si on ne fait Mmh. pas attention à la façon dont on l'utilise et on organise notre système. Et donc il y a un double enjeu parce que il faut sortir des énergies fossiles et donc des voitures carbonées, mais en même temps on ne peut pas investir à 100% tout le monde. Si tout le monde passait à une voiture électrique aujourd'hui, le système tient pas. C'est Ah, ça le que tu dis. système explose, oui. Ok, tout ça est fantastique. Allez, je prends une dernière. C'est 2024 commence très bien. Mais Je non, prends. mais non, ça va être super en Bah oui, 2024, hein. parce qu'on va lutter pour l'énergie publique. Ça a tellement bien commencé. Je prends une dernière question de Charles. En 2013, EDF cherchait un concurrent à Areva. Anne, L'Auvergne. voilà, présidente d'Areva, va perdre son poste à la suite d'un scandale. Elle se dira piégée par je ne sais pas qui. Échangé, oui. C'est qui? Qu'elle définit de piètre analyste et d'agent De la DGSI en 2014. Les Anglais. Par le Brexit en 2014, cet agent était pris aux côtés de Soros. Alors là, je comprends C'est pas la question. trop complexe. Allez, quelle échelle de valeur et quel rapport entre la conso des particuliers et celle de l'industrie ou du commerce? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Alors bon, l'industrie consomme en gros
plus de 50 ou 60% de l'énergie, de l'électricité. Les ménages, ça fait un gros 30%, quoi. Je veux dire, c'est en gros, c'est ça à peu près la proportion, quoi. Alors, en matière d'énergie, dernière question, promis. Au sens large, le projet de démantèlement d'Engie est-il toujours d'actualité? Et moi, j'ai besoin de comprendre. Engie, Engie, c'est Gaz de France. c'était Gaz de C'était Gaz France. de France. Et maintenant, il faut aussi de l'électricité, donc. Ils en vendent. Ils en vendent. Ils en C'est les vendent. fameux, c'est les fameux. Ils en vendent et puis ils ont quelques parcs de renouvelables et de solaire. Mais les parcs renouvelables et de solaire, c'est quand même assez particulier pour un groupe qui est encore, dont l'actionnaire, le premier actionnaire est encore l'État, puisqu'il développe des parcs solaires en Arabie Saoudite, aux États-Unis, au Qatar. Mais ils n'ont pas, ils ont pas un électron en France. D'accord. Très bien. Eh bien, je te propose qu'on passe à la séquence que les gens attendent. Dans ce moment compliqué, où tout ce qu'on vient de dire n'est pas forcément joyeux, pour passer à des bonnes soirées, tu nous as proposé un bien culturel très divertissant. Est-ce que tu peux nous le présenter? Et je le mets en même temps dans le chat. Tu m'as demandé. Mère Castor, raconte-nous cette histoire. Tu as demandé de présenter un livre, alors j'allais pas parler de l'histoire secrète du trotskisme de mon ami Laurent, ça aurait fait quand même un peu. On était dans le conflit d'intérêts ouvert. Tout à fait. Qu'on salue donc Laurent Maudeville qui vient de sortir un livre. Et donc, je me suis dit, bon, c'est le dernier livre c'est le livre que je suis en train de lire dont je ferai la recension prochainement. Pourquoi je parle de ce livre? Parce que la monnaie, c'est important. Maintenant, on vit avec des choses qui sont quasiment dématérialisées et on n'apprend plus et on prend plus conscience de ce que c'est, etc. Or, bon, déjà, l'argent est quand même un puissant moteur de toutes les civilisations. Et donc, ça mérite d'y réfléchir. Mais l'argent, c'est pas seulement que le pognon, si je puis dire. C'est aussi tout ce qui est le lien, le lien politique, le lien social, ce qui fait société. C'est-à-dire que c'est aussi, quand on réfléchit bien la monnaie, je te donne un billet de 10 euros. Ce billet, il vaut 10 euros parce que par convention, on a admis qu'il valait 10 euros. C'est un bout de papier, hein, donc c'est par convention, c'est un usage. Et là-dessus, ce livre explique comment différentes civilisations n'ont pas eu le même usage de la monnaie et s'en sont servis différemment, mais en même temps, ça reste toujours un outil politique. Et que c'est intéressant au moment où on nous parle de choses et que on a essayé, il y a une tendance où on essaie de faire oublier la dimension politique et sociale de cette là pour le faire un objet que de transaction, etc. Or, il faut se réapproprier aussi cette dimension politique et sociale parce que s'il y a un besoin urgent, notamment pour financer la transition écologique, notamment pour financer les choses comme ça, et que se réapproprier la monnaie et pour s'en servir pour des biens, pour des besoins collectifs et pour répondre à des besoins collectifs, c'est absolument essentiel. C'est pour ça que je parle de ce livre aujourd'hui parce que, bon, j'aurais pu parler de polar aussi, mais bon, c'est différent. Ça va en intéresser quelques-uns dans le chat. Mais tu pourrais aussi. Mais du coup, Mais parce que j'adore ça aussi. Mais je trouve que c'est intéressant de se reposer la question puisque on sent bien qu'on est à un moment de basculement, où tout le monde qu'on connaissait, on le voit un peu s'effriter, s'effondrer sous nos yeux, et que se reposer des questions essentielles sur comment, qu'est-ce que la monnaie, et comment on s'en sert pour faire quelque chose de collectif, c'est combien c'est intéressant
de se réapproprier la dimension politique de l'argent. D'autant on en avait parlé un petit peu avec Romaric, je vois que Terence cite son petit livre sur la monnaie, petit livre vert. Il y a plein de débats aujourd'hui entre le dollar, le yen, etc. Voilà, mais oui, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi l'outil politique que pour représenter la monnaie. Voilà. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Martine, d'être venue dans Abonnez-vous. Tu reviendras nous voir si tu le souhaites et si ça t'a plu pour nous parler de l'affaire Colère, pour nous parler de l'affaire Altos, Altis, ou Altos, de Boeing, de tout ce qu'on veut. C'était un plaisir de t'avoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.